à présent, j'espère. Je vais commencer notre prochaine session du panel. Nous avons parlé du business de créer des institutions financières plus importantes pour répondre à nos besoins partout au niveau du continent. C'était notre point de départ lundi, n'est-ce pas? Maintenant, comment construire et bâtir ces entreprises, en particulier qu'il y ait beaucoup plus de banques internationales qui quittent le marché. Nous avons vu par exemple Standard Chartered qui ont dit qu'ils allaient se retirer de certains marchés en Afrique de l'Est. Ils ont arrêté leurs opérations en Ouganda par exemple. Et ils ont été dans ces pays depuis plus d'un siècle. Il ne s'agit pas seulement de Standard Chartered, nous avons vu ça aussi avec Barclays, avec Société Générale aussi ailleurs. Mais par rapport à ces retraits, les relations sont une opportunité très intéressante pour la plupart de nos champions panafricains, que ce soit dans l'Ouest, dans l'Est, ainsi que dans le Nord. Et donc, comment pouvoir tirer le maximum des opportunités? Nous allons explorer cela avec mes panélistes ce matin. Je vais d'abord leur demander de me rejoindre. Roosevelt Obane, qui est directeur général de Access Bank. Merci de me rejoindre sur scène. Il sera rejoint par Amin Bouabid, qui est le PDG de Bank of Africa. Kamal Mokhtar, qui est le PDG de l'ABCP. Et nous avons Eden Brown, qui est le directeur général adjoint de First Bank du Nigeria. Mesdames et messieurs, vos panélistes pour cette séance. Messieurs, merci pour votre temps. Pendant les 40 prochaines minutes, je voudrais d'abord reformuler la question autour des retraits que nous entendons de plus en plus. Les banques occidentales qui quittent le continent, qui ne voient pas l'intérêt par rapport au risque qu'il y a. Mais dans le cas d'Access spécifiquement, je pense qu'une des choses intéressantes par rapport à ce que vous faites, je pense que vous êtes en train de vous étendre non seulement en Afrique, mais même au-delà du continent. Vous voyez des opportunités de vous déployer non seulement en Afrique, mais aux États-Unis ainsi qu'en Asie. Parlez-nous-en. Merci beaucoup. Ce que nous voyons dans les services financiers est un reflet de là où se trouve le marché aujourd'hui. Dans plusieurs segments ou secteurs au niveau du continent, nous voyons le retrait des institutions internationales. Vous avez dit, par exemple, 100 ans pour Standard Chartered. Il y a beaucoup d'entreprises qui existent en Afrique depuis même plus que 100 ans. Il y avait beaucoup de profits et ils se sont habitués à faire du business dans ces conditions. Et quand vous avez des locaux qui commencent à grandir et que la compétition change, il y aura toujours un défi. Comment faire la transition entre cette période où il y avait beaucoup de profitabilité et que maintenant vous êtes en train d'être en concurrence parce que vous devez vraiment avoir un impact direct au niveau du marché et sur les communautés que vous servez. Nous voyons que les banques internationales comme d'autres institutions internationales ne voient plus la logique et ça ne vaut plus la peine pour eux. Et bien sûr, ça crée une opportunité pour de plus grandes banques africaines pour venir et jouer ce rôle qu'ils jouaient auparavant. Et si vous devez les remplacer, vous ne devez pas seulement faire ça dans un seul pays, parce que ce n'est pas ce qu'ils représentaient. Pour beaucoup de ces institutions, ils avaient peut-être une petite présence dans un pays africain, mais ce n'est pas comme cela que le travail était fait. Il était fait en dehors de London, de Dubaï, de New York et bien ailleurs. Et donc pour les remplacer de manière efficiente, vous ne pouvez pas faire cela seulement en Côte d'Ivoire ou en Gambie ou en Sierra Leone. Parce que beaucoup de ces crédits ou des impacts dans un marché venaient de Londres. Donc, on doit avoir notre marché de 3 points de vue. Tout d'abord, l'impact sur le marché financier mondial et montrer que vous êtes dans des hubs de commerce internationaux. Et troisièmement, il faut renforcer les compétences au niveau du marché local. Ce que nous voyons comme étant un secteur intéressant. Il y en a 5 liés au continent africain. Il y a Londres, il y a New York, il y a Hong Kong, il y a Paris et il y a Tokyo. Et étant donné le rôle de l'Afrique aujourd'hui, nous avons besoin seulement d'être
à Paris, New York ou Hong Kong, alors que nous devons être aussi aux États-Unis. Et donc, Londres est le portail vers l'Asie, Dubaï, la Chine ainsi que l'Inde. Vous me faites la transition, une transition parfaite pour ma prochaine question. Bien sûr, il faut construire ces relations de correspondance, bien sûr, à travers des capitales Paris, Londres et New York. Qu'en est-il du Moyen-Orient? Qu'en est-il de la Chine? Parce que les flux commerciaux qu'il y a entre plusieurs économies ici et là-bas, il y a beaucoup de commerce. Entre la Chine et l'Afrique, c'était 200 milliards de dollars l'année dernière. Et je me demande quel est votre point de vue par rapport aux 4 banques qui sont représentées ici pour bâtir ces relations de commerce en créant des agences en Chine et au Moyen-Orient. Ok, comme je l'ai dit, nous avons un bureau en Chine, nous avons un bureau de représentation en Inde spécifiquement pour cet objectif. Mais la raison pour laquelle nous avons ouvert à Hong Kong et à Dubaï, c'est pour saisir les opportunités parce que c'est facile de lever des fonds et des capitaux au niveau de ces marchés. Et dans notre bureau du commerce international, nous levons des capitaux pour soutenir les flux commerciaux. Et donc, Hong Kong est là seulement pour soutenir l'Asie, la Chine, en travaillant avec notre bureau de représentation là-bas. Au bureau de Dubaï, on jouait ce rôle auparavant avant Hong Kong et maintenant Dubaï est focalisé sur le Moyen-Orient. Et il y a beaucoup d'autres agences qui devaient être à Hong Kong et à Dubaï. Et aujourd'hui à Maurice également. Et lorsque nous terminerons les transactions de Maurice premier trimestre de l'année prochaine, nous allons jouer ce rôle actif et nous allons pouvoir interagir avec l'Inde. Amine, vous voulez répondre à cette question également concernant les liens et le fait de s'implanter entre le Moyen-Orient et la Chine. Oui, merci beaucoup. Assurément, comme vous l'avez mentionné au début, les banques européennes quittent les marchés africains. Nous devons réinventer le nouveau système bancaire en Afrique. Cela va nous prendre beaucoup de temps. La mutation va prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer dès demain. Deuxièmement, lorsque vous vous intéressez à ces pays, par exemple, vous pouvez voir par exemple le PIB de la France. C'est le PIB de toute l'Afrique. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir la même taille. Et donc nous devons agir ensemble, nous devons rassembler tous les investisseurs, nous devons rassembler les épargnes, nous devons faire les choses ensemble, nous devons réinventer ce modèle. On ne sait pas quel modèle survivra à demain, mais à un certain moment, nous devons être impliqués. Concernant également, aujourd'hui, nous parlons en tant qu'Africains et notre ambition est de développer nos pays et ne pas faire la même chose que les banques étrangères. Aujourd'hui, nous importons chaque jour, et notre objectif principal est de développer mon continent en développant le système financier. Nous devons revoir le modèle aujourd'hui. Et pour faire cela, nous avons beaucoup de défis à relever. Mais on ne peut pas le faire seul. Vous devez avoir la volonté politique. Nous devons avoir des pays, bien sûr. Nous devons avoir également les banques centrales et le régulateur, et non l'étranglement, mais un règlement pour nous donner plus de capacité. Et nous faisons face à des défis que les banques européennes n'ont pas. L'inclusion financière, les épargnes locales. Nous avons une histoire à raconter si vous voulez attirer les investissements étrangers dans notre continent. Aujourd'hui, ça a été mentionné hier par la ministre des Finances, les investissements conjoints représentent 3%. Toute l'Afrique représente 3%. C'est juste comme une commission de courtiers. Ce n'est rien. Si vous prenez l'Afrique du Nord, c'est peut-être moins de 1%. Et donc, bien sûr, nous avons besoin de raconter une histoire pour construire les relations. Maintenant, concernant les couloirs au niveau du groupe, nous avons beaucoup de couloirs, mais il n'y a pas d'intégration régionale du tout. Et donc, les gens n'ont pas vraiment le choix. Ça veut dire que tout le monde a des relations nord-sud et il n'y a pas de business entre les pays. Tout le monde veut faire la même chose. Et donc, nous devons
revoir nos priorités. Le sujet qui a été soulevé hier concernant l'argent, le coût de transfert d'argent, la devise, tout cela, c'est des éléments, c'est des vecteurs, c'est des véhicules, mais nous devons mettre en place une dynamique. Et pour cela, tout le monde doit signer un document disant que je veux relever le niveau de contribution de l'industrie financière au niveau du PIB. Et nous allons arriver cela à une question concernant les licences et unifier le rôle des licences à travers le continent. Kamal, quel est votre point de vue par rapport à ces liens commerciaux et pouvoir établir une empreinte à Dubaï et en Chine? Quelle est votre approche? Merci, mais permettez-moi de faire mon discours en français puisque tout le monde va parler en anglais. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a un phénomène d'exit des banques étrangères internationales d'Afrique. Et donc, ça pose significativement la problématique de la correspondance bancaire, puisqu'on voit que c'est un sujet qui était traditionnellement dominé par les grandes banques internationales. Et on voit que 85% des échanges africains se font avec le reste du monde. Donc la thématique de la correspondance bancaire est un véritable sujet, bien sûr avec l'Asie qui reste un partenaire important pour l'Afrique. Et je voudrais partager avec vous la manière avec laquelle on l'adresse chez nous au niveau de la Banque populaire. Donc d'abord, au-delà du réseau important qui a été bâti et qui comprend aujourd'hui plus de 900 correspondants avec les principaux acteurs en Asie. On a aujourd'hui tout un dispositif qui a été mis en place pour couvrir le besoin en correspondance bancaire des banques africaines. Et c'est un dispositif qui a été construit autour de notre filiale à Tanger, qui est CIB Offshore, puisque vous savez qu'aujourd'hui, avec l'exit des banques internationales, la plupart des banques africaines de taille intermédiaire n'ont pas accès, ont difficilement accès à la correspondance bancaire et donc à travers le downstreaming ou le nesting, qui est quand même extrêmement restrictif. Et donc, on a construit toute une offre qui permet justement de jouer ce bridge entre ces banques africaines de taille intermédiaire et les banques internationales, les clearers, pour pouvoir justement dénouer des transactions en dollars et en euros. Et aujourd'hui, CIB Offshore est le correspondant de plus d'une trentaine de banques en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en océan Indien, qui sont les territoires de présence de groupes banques populaires en Afrique. Première chose. Deuxième chose, par rapport à Dubaï et par rapport à la Chine, nous, la manière avec laquelle on a appréhendé le sujet, c'est qu'on a bâti un hub, notamment à Maurice. Nous sommes aujourd'hui la seule banque de l'Afrique de l'Ouest, du Nord et du Centre à avoir une présence à Maurice. Et comme vous le savez, Maurice est un hub, c'est un corridor important pour les flux entre l'Asie, notamment la Chine et l'Afrique. Et surtout, Maurice a développé tout un système de clearing et de compensation des transactions en renminbi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises chinoises passent par Maurice pour pouvoir justement se faire payer en renminbi à travers un système de compensation qui est assuré localement, mais aussi pour pouvoir bénéficier des conventions de non-double imposition qu'il y a entre Maurice et les différents pays d'Afrique, puisque aujourd'hui, ça reste un hub important pour tout ce qui est cross-border financing. Donc, on a une série d'acteurs chinois qui sont installés à Maurice pour pouvoir capturer justement ces opportunités d'investissement et de commerce entre l'Asie et l'Afrique. All right. Well, that's an interesting approach to things, setting up shop in Mauritius rather than actually. Oui, c'est une approche intéressante. Et quel est votre point de vue pour saisir l'avantage des flux directs entre la Chine et le Moyen-Orient? Je pense qu'il est clair que le niveau d'intégration économique entre l'Afrique et l'Asie a largement augmenté. Vous avez mentionné des flux d'à peu près 300 milliards de dollars. Ce qui est intéressant, c'est que l'intégration économique est là, mais le marché des systèmes financiers est toujours très occidental. Et ce que je veux dire par cela, c'est que vous allez trouver que les banques comptent toujours largement sur les banques internationales et occidentales pour financer ce commerce. Je pense qu'il est très important et nous allons commencer à voir l'évolution de relations beaucoup plus étroites entre les banques africaines et les banques asiatiques afin de jouer ce rôle. Et par conséquent,
ça devient très important pour nous de trouver notre place dans ces hubs pour faciliter l'intermédiation. Parce que pour l'instant, beaucoup de ce commerce a lieu à travers une devise tierce, le dollar, au lieu de dire le naira et les dirhams ou alors les francs CFA. Non, ce n'est pas seulement une question de devise. C'est vraiment toute l'architecture du système financier. 280 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Mais combien passe par les banques africaines ou chinoises? Très peu. Et donc, il s'agit vraiment d'établir ces relations et avoir une intégration entre l'Afrique et l'Asie. Et de construire un système financier et utiliser son architecture de manière beaucoup plus efficace grâce à ces relations entre ces banques. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Comment est-ce que les 4 banques ici, par exemple, peuvent vraiment essayer de fournir cette liquidité en dollars que certaines institutions commerciales nécessitent? Est-ce que, au lieu de se baser sur une partie tierce, je pense que plusieurs choses doivent avoir lieu. Mais avant d'y arriver, on doit estimer combien de commerce peut se passer au sein du continent lui-même. Bien sûr, il y a des opportunités avec l'Inde et la Chine, mais il y a aussi des opportunités intra-africaines. Et l'accord intra-africain, c'est de faire passer le commerce de 16 à 60%, le commerce intra-africain. Et il y a beaucoup de défis pour que cela se fasse, mais le capital est question de confiance, des conversations autour de l'information, la qualité. Mais pensez-y, si nous pouvons catalyser suffisamment de capital au sein du continent pour permettre d'augmenter le commerce de manière significative, on peut arriver aux 60%. Et pensez où le continent se retrouvera si nous passons de 16 à 30 ou 40%. Intra-euro, c'est 70%. Donc l'Afrique peut y arriver aussi. Et bien sûr, les conversations autour des devises seront beaucoup plus faciles. Nous ne passons plus à travers des devises tierces et c'est quelque chose que nous voulons poursuivre. Nous voulons travailler avec la SFI pour voir comment est-ce que nous pouvons faire cela rapidement. La deuxième conversation autour du commerce et des devises. J'ai dit à beaucoup de chefs d'État africains que j'ai rencontrés, vous parlez tous de cette idée que l'Afrique prend son destin entre ses mains. Mais lorsque vous avez vos réserves, vous ne les apportez pas aux banques africaines. Vous allez à JP Morgan, à la Citi, et vous nous demandez de faire qu'il y ait un miracle pour que l'Afrique fonctionne. Ça ne va pas fonctionner si vous n'avez pas confiance en les banques locales pour gérer vos réserves. Sans les mentionner, il y a 3 présidents qui me disent c'est quelque chose dans lequel nous sommes champions. Si vous voyez les interactions avec Emmanuel Macron à Paris, ils leur disent ce système mondial ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas pour l'Afrique. Et si nous allons le changer, certaines choses doivent être faites de manière différente. Je pense que, premièrement, il n'y a aucun gouvernement africain qui devrait avoir une conversation si leurs réserves sont toujours dans les banques internationales. Des réserves en devises étrangères et ces devises étrangères sont placées au niveau de banques africaines qui peuvent gérer ces devises. Mais si on est en train de pitcher et qu'il y a Standard Chartered, JP Morgan, Citibank et d'autres dans la salle, aucun d'entre nous autour de la table n'auront la transaction. Et donc nous devons changer cet état d'esprit colonial qui associe la sûreté, la sécurité et les services financiers aux banques étrangères. La deuxième des choses, c'est que nous devons nous approprier, ainsi que les gouvernements et l'Union africaine, doivent savoir que le coût du capital pour les banques africaines mondiales est 300-400 fois plus cher que toutes les autres banques du monde. Et cela ne reflète pas le coût du risque. Oui, avant de venir ici, EcoBank une note de 10 milliards de dollars, ça n'a pas de sens. Ça ne reflète pas le risque, ça reflète la crainte, la peur. Mais la raison pour laquelle ils peuvent faire ça aujourd'hui, pensez-y, on leur donne cet argent, nos réserves, nos
revenons vers les mêmes personnes et on leur redemande cet argent et nous payons un intérêt ou une prime pour cela. Ça n'a pas de sens. Et donc nous devons commencer ces conversations. Et le but ultime, c'est que l'Afrique puisse faire du commerce en Afrique sans avoir à passer par la Chine, etc. Bien sûr, il y a des questions de qualité, mais pas dans tous les segments. Je taquine mes collègues en Angola. C'est plus facile pour une entreprise angolaise de faire du business au Portugal. Ils veulent qu'on externalise l'argent au Portugal et qu'on le rapatrie au système. Imaginez combien de capitaux au sein du continent africain sont dans les banques internationales aujourd'hui qui pourraient être rapatriés ici pour impacter le continent. Par rapport à cela, parce que pour qu'on puisse arriver à ce point, un commerce facile, une capacité de mise à l'échelle, la question est la suivante. Étant donné l'architecture actuelle, est-il possible d'avoir une norme bancaire commune pour les banques qui ont un certain niveau de capital en Afrique? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui ou non? Allez-y. Je pense que vous avez déjà cela. La manière dont vous avez posé la question montre le défi. Nous ne sommes pas différents. Lorsque j'ai vu une des agences de notation ici, Moody's, mon collègue de Moody's, et je leur dis toujours quand ils sont dans la salle, dites-moi pourquoi est-ce que je suis différent de JP Morgan. Vous devez me convaincre parce que nous sommes allés aux mêmes écoles, nous avons été meilleurs qu'eux. Nous faisons le même business bancaire, il n'y a pas de différence. Et donc, le système est là pour nous, a été mis en place pour qu'on puisse jamais relever la tête. On ne peut pas faire en AIRA, etc. Pour le faire, nous avons besoin de 100 procédures. Le business et les pratiques bancaires ne sont pas différentes. C'est ça la vérité. Nous opérons seulement à partir de marchés différents. Mais nous avons les mêmes normes et les mêmes standards par rapport à ce que nous faisons. Et même peut-être des standards plus élevés que ces institutions. Lorsque JP Morgan peuvent faire quelque chose, nous pouvons le faire. Ils ont le hockey et nous, on ne l'a pas. Une licence de réglementation similaire pour mettre à l'échelle. Oui, nous pensons que nous y sommes déjà. Comme il vient de le mentionner, nous avons déjà mis en place des standards. Les standards sont naturels et ils se mettent en place par eux-mêmes. C'est la concurrence, c'est l'offre et la demande. Mais ce qui est important aujourd'hui, et je voudrais revenir à autre chose que le commerce. Bien sûr, il y a du commerce et nous devons capter ce commerce et le développer. Mais pour moi, il s'agit plus de mettre en place des indicateurs clés de performance sur lesquels tout le monde serait d'accord. Lorsque je parle d'indicateurs clés de performance, il faut que la Banque centrale l'approuve. Il faut que les banquiers et les gouvernements aussi les approuvent. Et c'est comme cela qu'on peut se développer parce qu'aujourd'hui, la contribution de la finance au PIB est très faible, 25-26% pour l'Afrique. En Afrique subsaharienne, si vous vous intéressez à des pays comme le Royaume-Uni, c'est 120% du PIB. Et donc, assurément, il y a une corrélation forte entre le développement d'un pays et ce que nous expérimentons depuis 5-6 ans, ou même 10 ans. Nous avons une croissance des actifs qui est très faible, plus faible que la croissance du PIB. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous faisons beaucoup de déclarations, mais rien ne se passe en réalité, parce que personne n'est mobilisé. Beaucoup de paroles, mais nous ne passons pas des paroles aux actes. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes à 25%, et dans 10 ans, nous voulons être à 50%. OK, mettons cet objectif, par exemple. 25% du PIB aujourd'hui qui est financé par les institutions financières, nous voulons arriver à 50% dans 10 ans. Ça veut dire que si vous prenez une croissance de 10% par année en moyenne, nous pourrons être à 155 dans 10 ans. Et donc, si nous voulons doubler de 25 à 30, nous devons accroître les actifs au niveau du bilan par 20%, par 30% par an en 10 ans. Juste pour rattraper. Donc, essayons d'avoir une ambition. Peut-être ça prendra 20 ans, mais fixons une ambition. Et on ne veut pas que les banques centrales, qu'elles s'intéressent seulement au risque, mais on veut qu'elles s'intéressent aussi au business. On ne peut pas se développer
Si le gâteau est petit, on doit agrandir le gâteau et ensuite réglementer. Et tout se produira de manière naturelle. Il y aura plus de commerce, il y aura plus d'opérations, plus de crédits. Nous aurons même une histoire de réussite à raconter. Bien sûr, les épargnes locales ne sont pas très importantes, mais nous devons raconter une histoire pour être en mesure de nous développer. Ça devrait être une ambition pour tout le monde. Autrement, je ne vois pas comment on peut y arriver. Peut-être on va se réunir dans 5 ans, ce sera toujours la même histoire. Bien sûr que oui. Je vais vous essayer de démontrer pourquoi. Quand on regarde les statistiques de SWIFT, on a à peine 15% des transactions africaines qui sont compensées à l'intérieur de l'Afrique. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'essentiel, pour faire une opération entre pays africains, il faut transformer la monnaie africaine dans une monnaie en Europe, aux États-Unis, soit en dollars, soit en euros, soit en livres sterling, la retransformer en devise africaine. Et rien que cette opération, elle génère un coût additionnel pour les entreprises en Afrique d'à peu près 5 milliards de dollars. Ça veut dire que l'enjeu est très important. D'un côté, de l'autre côté, quand on regarde la dynamique que nous avons dans plusieurs pays africains, et avec l'initiative de la ZLECAf qui va dynamiser davantage le commerce intercontinental, on a aujourd'hui un impératif de réduction de la dépendance justement de l'Afrique vis-à-vis de ses devises étrangères. Et donc il faut absolument avancer sur la mise en place d'un système de règlement et de paiement en Afrique, parce que nous avons, pour 55 pays, vous le savez, 42 monnaies. Et donc aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de dénouer des opérations d'import-export entre pays africains dans une devise qui est reconnue. Donc comment il faut faire? Bon, bien évidemment, comme je l'ai dit, avancer sur un système de compensation qui soit unique, qui est spécifique au continent africain. Je pense qu'on en a suffisamment avancé, il faut maintenant le faire. Et ça suppose bien entendu au préalable une harmonisation des dispositifs réglementaires, des dispositifs de contrôle. Mais une fois qu'on a dit ça, et l'autre sujet qui est un peu plus global, puisque vous avez parlé de la problématique de la liquidité en dollars, il ne faut pas l'oublier, 85% des échanges ou des besoins en Afrique sont traités avec le reste du monde, donc on reste quand même dépendant de ces devises internationales. Donc il faut continuer de travailler et de s'organiser pour pouvoir le faire. Alors comment ? Bien sûr, toutes les banques n'ont pas accès aux clearers internationaux, donc aux banques internationales, donc il faut continuer de passer par le nesting pour le downstreaming et qui présente malheureusement un coût parce qu'on voit qu'aujourd'hui, plus de banques internationales exigent des minimums d'opérations pour pouvoir traiter les opérations d'import-export. Donc aujourd'hui, on a des fees à minima qui sont imposés, qui sont dissuasifs pour les banques africaines. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait s'organiser pour pouvoir biper et augmenter l'appétence de ces banques internationales à onboarder des banques africaines. Donc comment ? D'abord, c'est les dispositifs de compliance. Aujourd'hui, les exigences en termes de conformité, de lutte anti-blanchiment sont incontournables. Il faut répondre aux standards internationaux. Il faut investir dans les systèmes d'information, les systèmes technologiques pour automatiser, industriel le maximum d'opérations de commerce international parce que les exigences en termes de coûts, de rapidité et de sécurité de ces banques internationales sont extrêmement élevées. Et puis je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse au niveau africain à une agrégation des besoins de paiement pour disposer d'une masse critique. Aujourd'hui, quand on regarde pour certaines banques le volume des opérations de trade qui sont réalisées, ce n'est pas suffisamment massif. Donc il faut à un moment donné massifier, agréger pour pouvoir router les opérations vers un clearer ou un agrégateur qui peut justement dénouer ces opérations auprès des clearers et des banques internationales. Et bien entendu, ça suppose aussi des garanties à donner sur, comme je l'ai dit, le dispositif de compliance. Et je pense qu'avec ça, on pourrait avancer sur le renforcement du niveau de liquidité en euros, en dollars, puis dans d'autres devises qui sont incontournables pour accompagner cette dynamique de commerce intra- et intercontinental que nous sommes en train de vivre sur le continent africain. I'm going to open up the floor to questions in just a moment, but I want to come to you. Dans un instant, nous allons passer aux questions de l'audience, mais je veux revenir à vous parce que toutes les banques du panel font des choses très intéressantes. Je sais que cela nous tente à arriver à cet objectif de 90 millions de dollars. Et 20% sera en dehors de la Nigeria. Quel est votre objectif au niveau du continent? Ok, pour First Bank,
Notre focus est surtout autour de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Par rapport à notre expansion, nous avons identifié un nombre de marchés qui sont intéressants pour nous dans cette région. Et les raisons sont simples. Nous sommes déjà au Nigeria. Le Nigeria est une grande économie. Ce que nous voulons nous diversifier. On veut suivre nos continents. On veut voir d'autres hubs bancaires qui peuvent être intéressants. Si vous voyez au milieu du continent des pays comme la RDC, l'Éthiopie, l'Angola, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de marchés sont en train de s'ouvrir. Des marchés financiers, des systèmes financiers qui sont en train de s'étendre, comme ce que nous avons vu au début des années 2000 dans la plupart des grands marchés africains. Nous pensons que c'est un temps opportun et qu'il faut saisir cette opportunité de croissance que nous voyons en Afrique australe. On va passer à l'audience maintenant, s'il y a des questions pour nos panélistes. Je vois un monsieur là-bas, à gauche. Est-ce que nous avons des micro-baladeurs dans la salle? Oui, il devrait y en avoir un qui arrive tout de suite, juste derrière vous. Et donc, nous allons passer au monsieur là-bas à gauche et on va revenir au monsieur ici et nous allons poursuivre s'il y a d'autres questions. Bonjour, Rise News. Je voudrais demander au banquier ici une devise unifiée. Est-ce que cela peut jouer un rôle pour booster le commerce? Passer de 16 à 70% là où l'Europe est, mais l'Europe a l'euro. Et bien sûr, différents pays sur le continent africain utilisent différentes devises. Les francophones sont toujours attachés à l'euro et pour que leur inflation ne soit pas très importante. Bien sûr, il y a la politique monétaire. Est-ce que cela fait partie de la conversation pour booster le commerce intra-africain à travers les banques? Oui, c'est nécessaire. Vous avez raison. La zone euro est la raison pour laquelle ils ont fait beaucoup de progrès. C'est parce qu'il y a une devise unique. Vous vous rappelez, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a parlé de l'éco. On voulait créer notre propre devise et l'idée, c'est vraiment de retirer les barrières structurelles. Mais je pense que l'Union africaine doit travailler sur cela. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, mais même sans cela, le fait d'avoir des banques comme les nôtres qui sont partout en Afrique veut dire que cette conversation peut se faire en dehors de cette salle. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce qu'aujourd'hui, si votre client est au Botswana et vous voulez faire du business avec un autre client en RDC, par exemple, vous n'avez pas besoin de parler du dollar parce que Access Bank va jouer le rôle du trésorier. Pour le consumer angolais, ce sera une transaction locale ainsi que pour la RDC. Donc la devise n'est pas vraiment la discussion. Si on peut faire en sorte que l'Afrique arrive à une devise unique, c'est excellent. Mais si on ne peut pas, étant donné la manière dont nous sommes structurés aujourd'hui, on peut quand même réaliser cet objectif sans nécessairement attendre cette devise unique. Je pense que l'un des plus grands problèmes pour le commerce intra-africain, en particulier ce n'est pas toujours vrai. En Afrique subsaharienne, vous verrez qu'il y a beaucoup de services transfrontaliers. Les transactions ont lieu. Et ces transactions ont lieu en devise africaine. Au Nigeria, entre le franc CFA et le Naira. C'est échangé au niveau des frontières. Les gens déterminent le taux de change. Le défi, c'est que ça ne passe pas par des canaux officiels. Et c'est ce qu'on doit se demander. Encore une fois, lorsque les régulateurs et d'autres parties prenantes parlent de ça, ils ne passent pas suffisamment de temps à analyser quelles sont ces restrictions qui préviennent ces choses-là de se produire. Afin de formaliser ce commerce pour qu'une banque au Nigeria va passer par une banque au Bénin de manière formelle et faire passer ces flux monétaires formellement.
Bien sûr, beaucoup de choses sont dues aux réglementations et dans certains cas, les régulateurs ont tendance à peut-être être un petit peu trop nationalistes lorsqu'il s'agit du contrôle du taux de change. Et je pense qu'on doit prendre du recul et voir quelles sont les voies et manières de vraiment généraliser tout cela. Et si nous faisons cela, on serait en mesure de capter plus de ces flux. Je pense que nous sommes encore très loin de la devise unique, que ce soit au niveau de blocs régionaux ou une devise panafricaine, mais ça ne devrait pas être un obstacle. Si nous créons le système et qu'on retire les restrictions, on sera en mesure de faire beaucoup de transactions gratuites à travers les marchés. Ça pourrait prendre beaucoup de temps pour nous pour arriver à une devise commune, mais est-ce qu'on peut commencer juste par la réglementation? Par exemple, si Roosevelt est licencié pour opérer au Ouganda, est-ce que le régulateur du Kenya va reconnaître cette licence, ce qui facilite l'accès au marché X, Y ou Z? Je ne sais pas s'il y a des régulateurs dans la salle. La réponse à cela aurait été oui, mais nous reconnaissons que différents marchés ont différents régimes réglementaires et sont à différentes étapes de leur développement. Et donc, ce sur quoi le régulateur se focalise est différent à chaque fois. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs marchés africains et quand on parle à leur banque centrale, la question est où voulez-vous commencer? Parce qu'il y a une reconnaissance qu'il y a le bénéfice du doute dans certains marchés, que vous êtes une institution financière forte et si vous pouvez opérer dans les régimes les plus conservateurs du monde. Hong Kong, en ce qui me concerne, je ne sais pas qui est plus conservateur, au Royaume-Uni ou à Hong Kong, en Chine ou aux États-Unis. Et si je vais vers un autre marché, et il me demande la même question, et donc les régulateurs doivent passer par le processus, parce qu'il y a un processus. Mais je pense qu'il y a un bénéfice du doute qui doit être donné aux institutions lorsqu'elles travaillent au niveau international, même si elle est africaine d'origine, mais leurs opérations sont internationales. Je ne sais pas que vous aurez la même conversation avec la Citibank ou avec Standard Chartered. Si une banque africaine intègre un nouveau marché, et si elle y est le même jour que Citi ou JP ou Standard Chartered, le régulateur les verra différemment de comment il nous voit. Il leur donnera le bénéfice du doute. Il n'y a pas de problème. Ça nous rend encore plus forts parce que chaque opportunité est un test, juste pour confirmer que ce que nous faisons répond aux exigences bancaires. Mais j'espère un jour, les banques comme les nôtres auront une carte blanche au niveau du continent. Elles seront les bienvenues. Elles seront vues une force au lieu de cette perception que ce sont seulement des banques ouest-africaines, etc. Il y avait une question ici, le monsieur là, à droite. Merci beaucoup. Je m'appelle David, je dirige une start-up qui s'appelle Javu, la fintech qui digitalise du cash. Vous mettez de l'argent dans la machine et on vous donne l'argent sur votre banque bancaire. Et nous travaillons avec Access Bank en Zambie. Et félicitations de vous être étendu en Namibie et votre processus. J'imagine qu'il est exactement comme vous venez de le décrire. Et beaucoup d'expériences donc, que vous avez partagé aujourd'hui très similaires pour nous. Mais lorsque nous disons aux entreprises de crédit que nous allons faire des business avec les banques commerciales et lorsqu'ils voient votre nom, ils voient vos actions au niveau de la bourse. Et ils se disent que vous n'êtes pas aussi fort que les banques telles que Bank of America, par exemple. Comment ressentez-vous par rapport à cette question où ils s'intéressent à votre ratio P et ils ne s'intéressent pas à votre volume de transactions? Kamal, est-ce que vous voulez commencer à répondre à cette question? Je vais parler en français.
Est-ce que vous avez vos quatre? C'est sur l'évaluation, les multiples d'évaluation, c'est ça, pour essayer de comprendre effectivement comment on évalue on va dire la portée du business et de la profondeur d'activité qui peut être réalisée en Afrique quand on regarde les ratios, les multiples d'évaluation d'une start-up qui est dans le domaine du cash, de monétisation du cash par rapport à des banques, c'est ça, par rapport à des comparables bancaires. C'est bien ça la question, juste pour être sûr? Attends, donne-lui là. Le price to earnings ratio de banque en Afrique, Bank of America, Citibank, ils font trading à 12, 16 times PE ratio. D'accord. Et pour eux, c'est un flag, c'est un red flag pour eux. C'est ça, très bien. Non, en fait, c'est une réalité. On le voit même au Maroc, les multiples d'évaluation sont élevés. Les multiples des banques le sont en Afrique comparablement à d'autres régions. C'est lié à ça s'explique. On peut avoir plusieurs explications pour cela. D'abord, par rapport à des potentiels de création de valeur et d'augmentation de revenus dans le temps sur un marché qui peut être plus dynamique qu'un autre marché mature. Donc ça, on peut avoir des explications sur cela. Ça peut être aussi dû à des insuffisances de nombre d'entités cotées. On le voit typiquement au Maroc, puisque nous avons une demande beaucoup plus importante de la part des investisseurs sur un certain nombre de valeurs que le nombre de valeurs disponibles elles-mêmes sur le marché. Et donc ça peut créer une tension sur les multiples de valorisation. Mais c'est en même temps une opportunité. Il faut le voir comme ça, parce que quand on peut bénéficier des multiples de valorisation aussi élevés, ça veut dire qu'on peut leverager sur les augmentations de capital pour pouvoir financer un développement beaucoup plus important dans les régions en Afrique. Et je pense qu'il faut l'analyser dans cette perspective. Et on a aujourd'hui, notamment pour ces banques-là qui sont dans une logique de croissance continentale pour pouvoir répondre au vide, ou remplir le vide qui est laissé par les banques étrangères qui quittent le continent, on a cette opportunité-là aussi d'aller en bourse. Et là, je tends une perche à mon ami Tarek qui est présent dans la salle, et c'est Ibrahim, nouveau président du conseil d'administration, pour dire que effectivement ces opportunités-là d'introduction en bourse quand on a des multiples d'évaluation élevés sont extrêmement intéressantes à souligner pour pouvoir justement financer un développement externe sur le continent. Yeah, sure. Go for it. Just to jump quickly, I'm not. Très rapidement, vous n'avez pas raison lorsque vous dites que la variation des banques en Afrique sont plus chères que les banques américaines. C'est le contraire. Ah, d'accord. Vous parlez que 4 à 5 fois, et parfois dans des pays tels que le Nigeria, ils sont en dessous du book, la moitié de la valeur du book. Le problème est la liquidité, en fait. Parce que quand les gens peuvent déposer de l'argent, mais ils ne peuvent pas le retirer. Et nous avons besoin de volume. Concernant la précédente question que vous avez mentionnée concernant la régulation dans les pays de l'Afrique de l'Est, c'est très très difficile. Parce qu'aujourd'hui, même lorsque vous avez des directeurs indépendants dans un pays et vous dites je veux le faire dans 2 pays parce que je veux partager les coûts de voyage, d'hôtel, etc. Ils disent non. Il est indépendant, il doit être seulement dans un seul pays. Et donc vous devez aussi gérer les égos, c'est pas facile. Mais c'est la réalité à laquelle nous faisons face aujourd'hui. C'est trop réglementé. Et ça, c'est dans les pays où il y a le plus de faillites de banques. Et donc parfois on doit se poser la question. Parfois on questionne même l'indépendance des banques. Mais lorsque nous voyons des pays tels que la RDC, par exemple, lorsque vous voyez le bilan de l'industrie, seulement le tiers des dépôts bénéficie au pays. Le tiers est acheté en obligations en dehors des pays et un tiers est dans les comptes des installations de commerce. Et en réalité, les gens ouvrent de banques et prennent les épargnes d'un pays pour les mettre dans un autre pays. Ça, c'est la réalité. Je suis juste pragmatique, c'est la réalité. Je l'ai dit au ministre des Finances.
c'est le type de réglementation. On doit au moins donner l'opportunité au pays de vraiment utiliser ses propres épargnes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a certaines banques listées au Kenya qui ont au moins 300-400 millions de dollars. Je sais qu'il y avait une dernière question. On va prendre cette dernière question. Et ensuite, nous devrions avoir un microphone pour le monsieur ici au milieu. Merci beaucoup. Je suis Mohamed El Moursad de la Banque nationale de Mauritanie. C'est une banque privée et non publique. J'ai une question liée à la question de conformité. Récemment, plusieurs pays de la région ont eu une réduction des comptes en dollars ou plus de comptes en dollars à cause de cette question de conformité. Et je vais être très direct, je vais briser la glace. Il y a plus de blanchiment d'argent dans un endroit tel que Dubaï que plus dans toute l'Afrique. Et Dubaï a une notation de AAA par Moody's. Et comment donc mutualiser nos efforts pour faire face à cette problématique? Très bien. Messieurs, sans aucune pression, qui va répondre à cette question? Je pense qu'on revient à la même conversation concernant le double standard. C'est une réalité. On peut pleurer comme on veut, mais c'est la réalité du monde dans lequel nous opérons. Oui, Dubaï aura une carte blanche. Que ce soit pour de l'or soudanais, de l'argent russe ou du pétrole iranien. Dubaï est un endroit où se produit le blanchiment d'argent. Mais un pays tel que le Nigeria n'est pas traité de la même manière que Dubaï. On peut pleurer, comme j'ai dit, c'est notre réalité. Et dans le contexte de cette réalité, comment réussir? Et je pense que c'est l'état d'esprit que nous, Africains, devons avoir. Je sais que Dubaï est plus difficile pour des institutions comme nous. Et dans cette réalité, comment gagner? Si ce n'est pas l'état d'esprit, nous avons continué à nous plaindre, à se dire que les règles ne sont pas les mêmes. Oui, les règles ne sont pas les mêmes, c'est la réalité. Et donc, nous devons juste être encore plus responsables. Nous voulons jouer au niveau mondial et c'est le prix à payer. Parfois, il y a des injustices, la réponse est oui, mais collectivement, nous pouvons travailler ensemble pour y arriver. Le régulateur aide aussi également. Dans notre cas, par exemple, il y a le collège des superviseurs qui se réunissent une fois par an. Et l'avantage, c'est que nous avons tous les régulateurs dans la salle. Il n'y a pas d'arbitrage. Tous les régulateurs sont là. Tous les régulateurs africains également. ACB également va peut-être nous rejoindre. Nous venons de commencer des opérations à Malte et nous avons une seule conversation. Vous ne pouvez pas mal vous comporter dans un marché et dire que vous allez vous en sortir. Tout le monde est là, tout le monde vous écoute et vous devez rendre des comptes par rapport à des normes beaucoup plus élevées. La réalité est que c'est l'échelle du problème ou de l'obstacle que nous devons surmonter pour pouvoir être un acteur mondial. Et malheureusement, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous devons quitter la session. Je sais que cette conversation peut durer des heures, mais nous avons déjà dépassé le temps alloué. Est-ce que je peux poser une question? Non, malheureusement, on ne peut pas, mais ces messieurs seront là et vous pouvez avoir ces conversations en aparté. Je ne peux pas suffisamment remercier les 4 banquiers avec moi et bien sûr à vous tous pour votre temps et votre attention. Merci beaucoup. Excellente fin de journée.